Alors, il nous reste maintenant à aborder la question suivante. Le blues de la France-Afrique, de la condescendance à la dégringolade, l'Afrique était-elle finalement si importante pour la France? Le Sénégal et le Tchad font-ils du bluff? Bon, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le blues? Alors, je ne parle pas du blues comme rythme musical, encore que celui-ci peut nous indiquer un peu ce que c'est que le blues comme sentiment, comme ressenti, comme vécu affectif. Le blues, en fait, c'est un état de conscience, c'est un état de l'âme humaine qui est frappé par le désespoir, la déception. Quand nous sommes déçus, quand nous sommes déprimés, parce que les choses ne se passent pas comme nous le voulons, on dit que nous avons le blues. Francis Cabrel l'a bien chanté dans l'une de ses chansons. Quand je ne veux parler à personne, quand j'ai le blues, blues, blues. Quand j'entends sonner un vieux téléphone, je fais le 12, 12, 12. Quoi que je fasse, quoi que je chante, etc., etc. Vous connaissez cette chanson de Cabrel qui me revient. C'est de ce blues-là qu'il est question, le blues. Un sentiment triste qui s'empare de l'âme quand elle est déçue, trop déçue. Et dans la langue ordinaire ivoirienne, il y a un mot qui est assez proche de la notion de blues, c'est le mot de goumen. Sauf que le mot de goumen est un peu trop restrictif. Le goumen, c'est la déception amoureuse. En fait, le goumen, c'est un blues, mais essentiellement propre au domaine affectif, au domaine de l'amour. C'est le blues de celui qui a cessé d'être aimé par l'être qu'il croyait devoir l'aimer à tout jamais. On dit que cette personne a le goumen, c'est-à-dire la tristesse de l'abandon affectif. C'est un sentiment de délaissement, c'est un sentiment de solitude profonde, terrifiante même. Celui qui a le goumen ne sait plus vivre après le départ de l'être aimé, au point qu'il veut le malheur de l'être aimé, pour, à travers ce malheur, retrouver un certain bonheur. Le blues. Avoir le blues. Alors, qu'est-ce que c'est que le blues de la France-Afrique? C'est son effondrement. C'est que la mafia qui a exploité l'Afrique, tout en trompant le peuple français, depuis les pseudo-indépendances des années 60 jusqu'à nos jours, cette mafia est en perte de vitesse. Cette mafia s'effondre. Things are falling apart. Elle s'est effondrée d'abord sur le plan spirituel. Parce qu'en fait, avait été installée dans l'esprit des Africains l'idée selon laquelle ils avaient besoin de dépendre de l'oligarchie politique française pour vivre. Cette idée était ancrée dans la tête des Africains. Sans doute parce qu'elle avait été martelée pendant le moment négrier, pendant le moment colonial et pendant le moment néocolonial, et que plusieurs Africains avaient participé à faire prospérer cette idée à travers le mythe du noir inférieur au blanc. Ce mythe qui était devenu une banalité, au point que dans presque toutes les sociétés africaines, existe le proverbe qui dit « l'homme blanc est trop fort, les blancs sont trop forts ». Ce sont des formules qu'on entend dans toutes les langues africaines. Mais en fait, des formules qui sont héritées du traumatisme négrier, du traumatisme colonial, néocolonial et impérialiste. Non, les blancs sont des hommes comme les autres. Les noirs sont des hommes comme les autres. Les jaunes sont des hommes comme les autres. Les rouges sont des hommes comme les autres. Les humains métissés sont des hommes comme les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui soit fort parce qu'il est noir, fort parce qu'il est blanc, fort parce qu'il est rouge, fort parce qu'il est bleu, etc. C'est faux. Tu es fort parce que tu as développé des aptitudes. Tu as développé une efficacité et une efficience dans l'action et dans la pensée. Voilà. C'est pour cela que tu es fort. Il y a des facteurs par lesquels on devient fort. Et ces facteurs, on peut les acquérir comme on peut les perdre. Il n'y a pas de force ontologique qui ne passe pas par le travail de la liberté, le travail de la personne. La participation de l'individu à la transformation de sa condition est une condition essentielle de la puissance pour ce qui concerne l'homme. Mais les Africains ayant été élevés au petit lait du racisme négrier, colonial, néocolonial, et du défaitisme
de l'aquabonisme, du moutonisme, le petit lait du suivisme, du collaborationnisme. Eh bien, ils avaient pris l'habitude de croire que l'Afrique ne pouvait pas fonctionner économiquement, sécuritairement, politiquement, culturellement, sans en référer à la France. Beaucoup d'Africains ont grandi avec ce mythe. Voir Paris et mourir. Ce mythe s'est donc effondré. D'abord, sous l'effet de l'évolution des systèmes de communication. Les France-Africains n'ont pas vu venir la révolution numérique. Elle les a balayés. Parce que tout le système France-africain était basé sur un système médiatique appartenant à l'ère de l'imprimerie, à l'ère du média d'État. Ils contrôlaient le mental des Africains par la centralisation de l'édition des idées, l'imprimerie, et par la centralisation des médias. Pour savoir ce qui se passait en Afrique, tu devais nécessairement passer soit par la radio nationale de ton pays, soit par RFI, soit par la Voix de l'Amérique, soit par la Deutsche Welle, soit par BBC et consorts. Tu devais passer par des médias situés hors de l'Afrique, notamment en Occident, pour avoir la soi-disant vérité entre guillemets sur l'Afrique. Avec la révolution des réseaux sociaux, l'information est revenue entre les mains des citoyens. Elle est revenue entre les mains des internautes. Elle est revenue entre les mains des peuples. Elle est revenue entre les mains des masses, l'information. Par conséquent, les puissances de la France-Afrique qui avaient investi dans les médias d'État, qui avaient investi dans les grands journaux contrôlés par leurs renseignements généraux, ont perdu le contrôle mental des populations de l'espace d'Afrique dite francophone. Donc c'est ce que j'appelle donc la défaite médiatique de la France-Afrique. Ils se sont effondrés dès qu'ils n'ont plus contrôlé le mental des gens. Et actuellement, ils sont en train de ramer. Et c'est ce qu'ils appellent la guerre informationnelle. Ils rament pour rattraper leur retard. Ils ne pourront jamais le rattraper. Les Africains sont partis. Banquets, ils sont partis. Paix à son âme, une anecdote me vient. Feu mon ami Lazaro Hagadol, de son vrai nom Emmanuel Philibert Mort, pasteur de son état et qui a fait des études de philo avec nous à Yaoundé, me rapportait une anecdote qui avait eu lieu dans un établissement à Douala, où on craignait qu'il y ait des esprits qui possèdent les lieux. L'établissement était supposé être hanté par des fantômes. 2 prêtres très jeunes furent chargés de venir exorciser l'endroit. Le problème est que la pièce dans laquelle ils s'installèrent avec leur croix, leur eau bénite, leur encens, leur missel, tous les éléments de la catéchèse, ils étaient venus avec tout ce qu'il y a du lourd. Toute la puissance symbolique du catholicisme était dans leurs mains. Leur soutane, ils étaient vraiment déterminés. C'était la nuit des longs couteaux entre eux et les démons qui occupaient cet établissement la nuit. Simplement, chaque fois qu'ils se couchaient, les bruits des fantômes commençaient. Et c'était tellement répétitif qu'à un moment donné, mon ami Lazaro, qui était l'un des prêtres chargés du combat, dit à son ami, écoute, toi, comme tu ne parviens pas à dormir, chaque fois qu'ils viennent, tu me fais signe. Et lui, il s'est mis à dormir. Et il m'explique qu'il s'était mis à dormir parce qu'il avait compris que c'était les chauves-souris qui faisaient ces bruits-là, ce n'était pas les fantômes. En fait, l'établissement était envahi la nuit par des chauves-souris. Mais les chauves-souris font un tel bruit, un tel vacarme dans les plafonds, dans les tôles, que vous pouvez vraiment avoir l'impression que ce sont des personnes qui sont en train de marcher. Lazaro, lui, venait de comprendre que c'était les chauves-souris, donc il n'avait plus peur. Mais son camarade qui l'accompagnait, lui, ah non, il ne pouvait pas dormir. Au moindre bruit, il secouait Lazaro Hagadol en lui disant, banlo, c'est-à-dire, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors, je vous prends cet exemple pour vous dire que, eh bien, les élites de la France-Afrique, là, que ce soit africaines ou françaises, sont un peu comme ce prêtre qui croyait qu'il était envahi par des fantômes. Alors que les peuples africains sont comme mon ami Lazaro, qui sait que ce sont des chauves-souris qui font des bruits, là. Eux, ils sont encore dans un monde où ce sont des chauves-souris, où ce sont des fantômes qui ont envahi la maison. Alors que nous, on est dans un monde où on sait que c'est les chauves-souris. C'est-à-dire que nous savons comment marche le monde.
Nous savons qu'en Afrique, nous pouvons vivre très heureux sans la présence militaire des armées occidentales. Nous savons qu'en Afrique, là, nous pouvons vivre très heureux sans le CFA. Que l'absence du CFA ne nous fait pas peur. Avant, les Africains tremblaient à l'idée qu'il n'y ait pas le CFA. Oh, si vous enlevez le CFA, on risque d'avoir une crise ici. L'argent va disparaître. J'ai entendu les Africains me dire au Cameroun, dans un débat public, si vous enlevez le CFA, l'argent va disparaître. Ah bon, vous pensez que l'argent, c'est un fantôme, hein? Mais l'argent, c'est l'homme qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'argent. L'homme, c'est lui qui fabrique ça. C'est lui qui calcule la masse monétaire qu'il doit injecter. C'est lui qui fait varier les taux d'intérêt de la Banque centrale pour booster l'économie ou la protéger des fluctuations du commerce international. C'est l'homme qui gère l'argent. Mais, débat dans les années 90 au Cameroun. Oh, vous parlez comme ça. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Si vous enlevez le franc CFA, l'argent va disparaître. On ne saura même plus où trouver l'argent. Et je leur dis, mais l'argent n'est pas un fantôme. L'argent est une marchandise qui est fabriquée pour faciliter l'échange entre les marchandises. Et elle est fabriquée par les hommes, cette marchandise. Et les hommes peuvent la gérer. Quand la révolution cubaine a eu lieu, c'est un médecin qui a été le premier gouverneur de la Banque centrale de Cuba. Il s'appelait Ernesto Che Guevara. Il était d'origine argentine. C'est à lui que Fidel Castro a confié la gestion de la Banque centrale de Cuba. Si un médecin peut gérer, diriger une banque, ça veut dire qu'il a appris en très peu de temps tout ce qu'il fallait pour piloter le taux directeur de la Banque centrale de Cuba, gérer la masse monétaire, faciliter la compétitivité de son système économique par rapport aux autres et faire face aux besoins de sa population. C'est le rôle d'une banque. Les Africains n'ont plus peur de ça. On a passé le temps à traumatiser les Africains. Oh, si le franc CFA s'en va, vous allez mourir tous tout d'un coup. Hein? Comment on va mourir tous tout d'un coup? C'est les hommes qui créent le franc CFA. C'est pas le franc CFA qui crée les hommes. Bon, enlève donc, si tu as du franc CFA sur toi, là, enlève, pose à côté, regarde si tu vas mourir. Puisqu'on en est à ça, on en était à ça, les Africains tremblaient, mais les Africains ne sont plus dedans. Aujourd'hui, les Africains n'ont plus peur. Et ils voient bien des tas de pays africains qui fonctionnent sans une monnaie contrôlée par un autre. Il y a une très célèbre vidéo de mon aîné, le professeur Bayebek, que je salue, dans laquelle, en pleine émission, avec son bel accent bassa, il dit qu'il a perdu le sommeil quand il a vu une vidéo. Vous savez ce que le professeur Bayebek a vu dans une vidéo? Il s'est rendu compte que même l'Afghanistan avait sa propre monnaie. Le professeur Jean Bayebek dit, ouais, même l'Afghanistan a sa propre monnaie. Donc les Africains, comment a-t-on pu se rendre compte que l'Afghanistan a sa propre monnaie? Mais c'est grâce à la télévision, c'est grâce à l'Internet, c'est grâce à la révolution numérique. On est au courant qu'il y a des tas de gens qui vivent dans le monde sans passer par la Banque de France, dis donc. On est au courant de ça, non? Alors que nos parents ont grandi dans la peur de vivre sans le CFA. Même nos enseignants, dans les universités des années 90, oh, ils parlaient du CFA avec une telle prudence. Et une bonne partie de la classe politique africaine, la génération des 70 ans, là, ils tremblent toujours à l'idée de sortir du CFA. Allons-y doucement. Doucement quoi? On n'en a rien à foutre. Les réserves financières des pays africains doivent être restituées. Si elles ne sont pas restituées, vous nationalisez. Vous nationalisez tout ce que les gens qui veulent pas rendre vos réserves possèdent chez vous. Et vous commencez le duel géopolitique en vous appuyant sur le monde multipolaire. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Donc voilà le problème. On sait qu'on peut vivre sans le franc CFA. On le sait. Et d'ailleurs, la plupart des pays africains aujourd'hui payent en or et payent en crypto-monnaie. C'est-à-dire sans passer par le CFA. J'espère que vous savez que beaucoup des pays de la zone CFA ne payent plus en CFA. Et n'acceptent même plus d'être payés en CFA. Il y a beaucoup de transactions qui se font maintenant où vous payez en crypto-monnaie ou vous payez en lingots d'or. Terminé. On ne veut pas voir cette monnaie coloniale passer là. Au point que, bon, les banques qui sont pleines de liquidités de CFA, et ça n'intéresse personne. Parce que les gens peuvent accéder aux marchandises en utilisant des moyens de paiement différents. Et quand ils font alors de bonnes réserves de change en dollars, en dollars, en yuan, en roubles, en roupies, mais les gens n'ont plus besoin de ce machin-là. Vous leur parlez de quoi? Aujourd'hui, il y a un système interbancaire de péréquation des monnaies qu'on appelle le système, je vous ai parlé de ça, PPAS. Près de 20 banques nationales qui ont leur propre monnaie échangent directement et s'entendent sur les quantités de marchandises
et l'évaluation réciproque de leur monnaie. Donc vous parlez de quoi? Voilà donc d'où vient le blues de la France-Afrique. Le blues de la France-Afrique. Qu'est-ce qui a produit sa dégringolade? Hein? Sa dégringolade, c'est donc le discrédit sur le plan théorique, intellectuel, c'est la perte du contrôle mental sur les peuples, les populations africaines. Et puis un troisième élément qui est extrêmement fondamental, c'est la lutte historique des dominés pour se libérer. Cet élément est thématisé dans le manifeste du Parti communiste par Karl Marx et Friedrich Engels. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est celle de la lutte des classes. Les dominés se battent toujours pour enlever le genou des dominants sur leur cou. Ça, c'est la première force historique matérielle, socio-historique matérielle, qui fait bouger l'ordre interne des sociétés humaines et l'ordre international. Mais il y a une force concomitante qui se déploie sur le plan spirituel. Elle a été thématisée par le grand Hegel. Hegel l'a appelée Die Vernunft in der Geschichte. En allemand, ça veut dire la raison dans l'histoire. Ailleurs, dans son ouvrage du même titre, il l'appelle la providence. La providence, c'est cette espèce d'intelligence qui, d'une manière ou d'une autre, ordonne le cours des événements mondiaux, d'une manière imprévisible pour la plupart des individus. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des forces spirituelles comparables aux forces matérielles qui se mettent en mouvement dans la lutte des classes. Ces forces spirituelles, elles sont en rapport avec les idées que nous avons dans nos cerveaux. Ces forces spirituelles, elles sont en rapport avec les symboles qui reprennent de la force dans les âmes. Ces forces spirituelles sont en rapport avec les entités archétypales qui constituent les intermédiaires entre l'homme et Dieu, l'être absolu. Car vous et moi qui sommes ici assis, nous sommes issus d'une longue histoire de l'univers qui commence en Dieu. Et c'est en lui que nous finissons. Il y a donc des forces, on va dire verticales et horizontales, invisibles, qui font bouger non seulement les planètes, l'univers tout entier, mais également les sociétés et l'histoire. Ces forces-là ont été caractérisées par Hegel à travers le concept de Vernunft in der Geschichte, la raison dans l'histoire, raison avec R majuscule. Ailleurs, Hegel parle de Geist, il les appelle carrément l'esprit, avec E majuscule. On a donc, littéralement, deux structures qui sont liées et qui déterminent l'histoire de la planète. Sur la Terre, les luttes des classes, les luttes socio-économiques, les luttes politiques, les guerres et tout ce que vous voulez. Et dans le monde surnaturel, psychique, mental et spirituel, l'œuvre de la raison, l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la providence. Et il y a une interconnexion entre ces deux niveaux. Et seulement quand vous parvenez à entrevoir l'interconnexion entre ces deux niveaux que vous commencez à comprendre la marche du monde et à vous approcher d'une certaine intelligence de la marche du cosmos. Pour ne pas compliquer les choses, je veux dire que dans toute situation humaine, il y a toujours un facteur qui dépasse l'homme. Appelons ce facteur le facteur divin. Aucune situation humaine n'est réductible à l'ensemble des forces matérielles, sociales, économiques, bref, à l'ensemble des forces visibles que vous voyez. Il y a toujours en mouvement également les forces invisibles. Or, sur le plan de ces forces, non seulement visibles mais invisibles, l'Afrique ne peut plus être possédée par la France. Ce sont des choses que M. Macron et ses compagnons n'ont pas été capables de voir. Et la preuve qu'ils ne sont pas capables de les voir, c'est que les choses leur échappent même en direct. Je vous donne un exemple tout simple. Monsieur Jean-Noël Barrot, l'actuel ministre français des Affaires étrangères, était en visite en N'Djamena, au Tchad. Il est reparti du Tchad sans savoir qu'avant même que son avion ait fini de décoller, un communiqué mettrait fin à la coopération militaire entre la France et le Tchad. C'est-à-dire que quelqu'un qui était même au Tchad ne s'est pas rendu compte que ça va arriver. Il y a une conférence de presse à la sortie de son audience chez le président Déby qu'il tient avec son homologue, M. Koulamala. Et Koulamala lâche une petite phrase à la fin de la conférence de presse.
Le Tchad est un pays souverain, un État souverain qui ne veut plus se nouveler. Mais avant cela, Koulamala l'a bien flatté. Tout va très bien. Non, relation historique, on est ensemble. Jean-Noël Barrot n'a pas vu ça venir. Et souvenez-vous, il y a un autre qui n'a pas vu venir. Parce qu'ils ne sont pas dans la vision. Ce sont des gens qui ont été obscurcis par leur matérialisme épais. Un matérialisme aveuglant. À partir du moment où vous pensez que c'est l'argent, la gloire, le sexe, le pouvoir qui font le but de l'homme, eh bien, vos yeux physiques et métaphysiques sont revêtus d'un épais voile. Le Tout-Puissant vous empêche de voir ce qui va se passer. Il vous rend aveugle à ses plans. Souvenez-vous de la conférence. Souvenez-vous des propos de M. Jean-Marie Bockel. Et je vais vous faire écouter M. Bockel. Parce que si vous ne l'écoutez pas, vous ne me comprendrez pas. Jean-Marie Bockel a fait sa tournée africaine. Il est revenu à Paris, il a rendu un rapport au président Macron. Il a fait un compte rendu de son rapport, très superficiel. Il ne voulait pas que les gens sachent le contenu du rapport parce que le rapport a été classé confidentiel. Bon. Mais entre autres choses qu'il a affirmé, M. Bockel, publiquement, il a dit que les dirigeants africains voulaient le maintien des troupes françaises. Les dirigeants africains de quel pays? Il a cité le Tchad, il a cité la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Oui ou non? Vous vous en souvenez ou pas? Bockel, Afrique. Je vais vous retrouver l'interview. Voilà, j'ai retrouvé l'interview. Il dit pas de demande de départ de soldats français. Ouais, écoutez ce qu'il a dit. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Jean-Marie Bockel, c'est l'envoyé personnel du président de la République française auprès des 4 pays africains concernés par la reconfiguration du dispositif militaire français, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça c'est il y a 2 semaines. Le Gabon et le Tchad. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire d'État, notamment Vous allez voir. à la coopération. Alors le point de départ, c'est le fait que la France a été poussé dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors, est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France, peut-être partout sur le continent? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut faire la part des choses. Mais un échec quand même... Donc je l'interromps d'abord là. Ils parlent de l'opération Barkhane et ils ne veulent toujours pas prendre conscience que cette opération était déjà perdue d'avance puisque la France avait participé à créer les conditions de la déstabilisation. L'opération Barkhane a lieu après que la France ait participé au saccage de l'Afrique en Libye. Donc, on monte une opération pour venir combattre des terroristes qu'on a armés en Libye. Donc, une opération de cette nature, sur le plan d'abord, la légitimité morale, politique était morte-née, n'est-ce pas? La même France ne peut pas participer à la coalition qui bombarde la Libye pendant 6 mois, qui tue Kadhafi, qui arme Al-Qaïda et l'État islamique, et venir inventer avec Barkhane le projet de combattre ses propres suppôts. Or, M. Bockel est toujours ici dans le faux. Il ne veut pas reconnaître que déjà, en fait, on n'aurait même pas dû attaquer l'Afrique. Parce que il a fallu intervenir au Mali quand les terroristes qu'on avait armés en Libye ont attaqué le Mali. Or, qui les a armés en Libye? La coalition de l'OTAN. Obama, Sarkozy et David Cameron étant à la tête de tout ceci. Comment peut-on nous dire que Barkhane était justifié alors qu'on sait que ceux qui ont créé la déstabilisation que Barkhane est supposé combattre, eh bien, ce sont ceux-là même qui prétendent avoir réussi avec Barkhane. Barkhane était condamné à ne pas réussir. Parce que c'était une opération de duplicité. Voilà la vérité. Et vous voyez que M. Bockel n'y est pas. Et vous allez voir ce qu'il prétend avoir compris. Sinon, nous ne serions pas partis. Et les djihadistes auraient été vaincus. Ensuite, oui, mais enfin, les pays existent. Vous entendez Marc Perelman qui utilise le concept de djihadiste. Ça les arrange toujours de dire que c'est des djihadistes. Pourtant, ce sont les alliés de l'OTAN avec lesquels l'OTAN a attaqué la Libye. Vous voyez, ce n'est pas des djihadistes. Ce sont des mercenaires, des terroristes qui ont été les alliés de l'OTAN pour le saccage de la Libye. Ce sont eux qui ont attaqué le Sahel. La suite. Ensuite, la France ne veut rien masquer. Et ma mission... Vous voyez, il dit tout le contraire de ce qu'il va faire. Quand il va se retrouver, M. Bockel, devant
la commission parlementaire de la défense, il va leur dire qu'il ne peut pas tout leur dire. Qu'une bonne partie du rapport qu'il a écrit sur sa tournée africaine est classée secret défense. Mais ici, il vient nous dire que la France ne veut pas tout masquer. Vous voyez comment ils sont? Pas dans l'élément de la vérité, pas dans l'élément de la sincérité. Parce qu'on peut toujours trouver la preuve du contraire de ce qu'ils disent. Mais grâce à quoi? Mais grâce à la révolution numérique. Parce que pendant qu'il parle là, moi j'ai aussi à côté la vidéo dans laquelle, devant les députés, il dit qu'il ne peut pas tout dire, qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Quand il vient parler sur France 24, il dit qu'il ne peut pas tout masquer. Quand il parle devant les députés français, il dit je ne peux pas tout dire. Le même Bockel. Vous voyez cette duplicité? Voilà pourquoi cette politique a échoué. C'est d'abord de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez cités tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État, mais également les responsables des pays, les sociétés. Alors vous avez entendu la nouvelle expression, hein, les pays du périmètre. Avant, c'était les pays du précaré. Avant encore, c'était les pays de la zone d'influence. Maintenant, ce sont les pays du périmètre. Et il y a un autre mot qui va être lâché, les pays du dispositif. Le dispositif. On continue? Voilà. On va voir ce que lui croit avoir compris en visitant ces pays. Civils, pour envisager, évidemment il ne faut jamais avancer masqué, donc envisager une réduction. Ça fait 2 fois qu'il dit qu'il ne faut pas avancer masqué. C'est le signe que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle, dans les figures de style de la rhétorique, la prétérition. Dire le contraire de ce qu'on fait. Faire le contraire de ce qu'on dit. Dire qu'on ne fait pas ce qu'on fait. Ah, évidemment, il ne faut pas avancer masqué. Pourtant, il avance masqué. Et je rappelle que c'est l'un des préceptes fondamentaux du grand philosophe René Descartes, qui le dit en latin « larvatus prodeo ». J'avance masqué. Descartes recommande cela comme l'une des règles de la prudence. Avancer masqué. Donc, ce n'est pas étonnant que M. Bockel, qui est sans doute cartésien, pratique ce principe. La suite. De l'empreinte permanente au profit d'un partenariat de défense qui soit complètement renouvelé, ce qui ne veut pas dire, sauf si les pays le souhaitent, mais ce qui ne veut pas dire de notre fait un désengagement. Et le détail des discussions que j'ai pu... Donc, il n'était pas question d'un désengagement de l'armée française. C'est-à-dire que pour M. Bockel, il fallait se débrouiller pour trouver une formule pour que l'armée française reste en Afrique. Vous le comprenez, non? On va voir ce qui va arriver. Déjà à avoir avec 3 pays, c'est d'un côté un sentiment partagé dans le cadre de cette co-construction que ce n'est pas le nombre de soldats qui compte dans le monde qui vient, c'est la qualité du partenariat en réponse à un certain nombre d'attentes de ces pays pour conforter la dimension souveraine de leurs outils de défense, notamment par rapport aux nouvelles menaces, djihadistes et autres. Et nous sommes dans... On retrouve cet élément de langage, menace djihadiste. Or, les djihadistes n'existent pas. Maintenant, vous le savez, n'est-ce pas? Quand ils disent ça, vous savez qu'ils mentent. Il y a 2 organisations terroristes. La première a été créée par les Américains pour combattre les Soviétiques communistes, eh bien, en Afghanistan, Al-Qaïda. L'autre, Donald Trump nous a dit qu'elle a été créée par l'administration Obama, et on a plusieurs preuves que l'État islamique a reçu des armes de l'OTAN, y compris maintenant, pour combattre contre Bachar el-Assad en Syrie. N'est-ce pas? C'est clair pour tout le monde. Toutes ces organisations, on a plusieurs preuves qu'elles sont aidées par des puissances impérialistes, néocolonialistes. Donc quand tu utilises djihadistes, ça encore, c'est pour nous empêcher d'accéder à la vérité. Oui, il faut être exercé à les écouter et en même temps ne pas les suivre. Les écouter sans les suivre. La suite. Cet état d'esprit, qui est un état d'esprit, somme toute, très partenarial. Alors, il y a eu un conseil de défense à l'Élysée sur ce sujet le 23 octobre. Vous avez remis au chef de l'État un pré-rapport. Le contenu n'est pas public, ne sera pas rendu. Marc Perelman vient de lâcher la bombe. Le contenu du rapport ne sera pas public. Mais pourquoi il dit qu'il n'avance pas masqué? Vous voyez, dans la même émission, on a 2 sons de cloche. Nous n'avançons pas masqués. Perelman dit, le rapport que vous avez remis au président, le contenu ne sera pas public. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, il n'y aura pas de clarté, il n'y aura pas plus de clarté sur la politique qu'on mène en Afrique, n'est-ce pas? Puisque ça va rester une politique cachée au peuple français. Le peuple français n'en saura pas l'essentiel, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on apprend. Voilà ce qu'on apprend. Excusez-moi, je transfère juste un téléphone
qui a besoin d'énergie à la place d'un autre qui en a assez. Et on continue tranquillement notre exposé. Voilà, ça va. Donc, on continue. Écoutons à quel point ils sont coupés de la réalité. Du public. Alors, une question toute simple. Est-ce que dans ce rapport, il y a l'hypothèse de la fermeture de bases militaires françaises dans ces pays? Est-ce que c'est sur la table, oui ou non? Dans les contacts qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu, le Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Il n'y a pas de demande de départ. Il dit que les pays africains qu'il a visités, il parle du Gabon, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, et même il va parler du Sénégal, qu'il n'y a pas de demande de départ. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ok, la suite. Un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur de mon travail... L'expression « faire évoluer le dispositif », ça veut dire rester sous plusieurs formes. En réduisant les effectifs militaires visibles et en multipliant les compagnies de mercenaires. Ça, le général Didier Castres nous l'a bien expliqué lors de son audition au Parlement en France, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il parle, n'est-ce pas? Et il pensait que, globalement, même dans les pays où il y a des dirigeants qui sont entièrement redevables de la France pour leur arrivée au pouvoir, eh bien, il était certain que dans ces pays-là, au moins les 4 qu'il a cités, il n'est surtout pas question de la fermeture des bases militaires françaises. Hop. De mon rapport, qui est certes classifié, mais c'est voilà en accord, j'allais même dire à la demande des pays partenaires, de maintenir un dispositif socle qui... Donc, il dit que le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal lui ont demandé de maintenir un dispositif militaire socle, c'est-à-dire que l'armée française ne part pas. N'est-ce pas? C'est ce que lui, il a appris là-bas. Vous voyez? Ok. Peut évoluer, mais qui permet de déployer un certain nombre de partenariats existants. Ouais. Et aussi, d'ailleurs, des discussions sur les attentes des pays concernés en matière d'équipement. Aviation, marine, armée de terre, il était temps d'y penser. Lesquels nous sommes souvent déjà des partenaires et sur lesquels nous pouvons être en appui de nécessaires modernisations. C'est ça le sujet. Donc, dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État ne vous ont demandé de fermer de bases françaises. Il n'y aura pas de fermeture de bases françaises. Écoutez bien. On est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires. Et plusieurs d'entre eux nous ont dit, on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront, qui seront dans ce dispositif socle. Il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Donc, maintenant, avant, on parlait de précaré, ensuite zone d'influence. Hein? Maintenant, on parle de dispositif socle. Et dans les 3 cas, il s'agit de maintenir l'armée française sur le sol africain. Vous avez bien compris? C'est ce que lui, il a compris quand il a discuté avec les meilleurs élèves de la France. Allons de l'avant. Compte, pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Alors, les effectifs, ça compte quand même. On part de 2500, ou on partait de 2500, selon les informations qui ont été distillées dans la presse. Pour les bases de Dakar, d'Abidjan et de Libreville, il n'y aurait plus qu'une centaine de militaires français, contre 350 à Dakar et à Libreville en ce moment, et 600, voire 700 à Abidjan. Donc c'est quand même une sacrée réduction s'il reste qu'une centaine d'hommes. Alors, 2 remarques. Premièrement... Donc, le journaliste est très inquiet du fait que le nombre de militaires français en Afrique va être réduit. On peut se demander d'abord pourquoi Marc Perelman ne se réjouit pas de cela. Puisqu'en fait, c'est l'aspiration de l'écrasante majorité des peuples africains. Et si on l'explique au peuple français, je crois qu'il devrait comprendre. En France, on se réjouit du fait que le général de Gaulle n'ait pas accepté que l'armée américaine reste sur son sol après la Deuxième Guerre mondiale. On salue de Gaulle comme le libérateur de la France, non pas simplement contre le nazisme, mais contre la tutelle américaine. On devrait donc pouvoir comprendre en France que les Africains aspirent, plus de 64 ans après la proclamation
de leurs indépendances formelles à ne plus avoir de base militaire de l'ancienne puissance coloniale, les négrières françaises, sur leur sol. Mais Marc Perelman fait partie de ces journalistes qui ont été élevés au petit lait de « il faut que l'armée française contrôle les Africains ». Il faut que les bases militaires françaises survivent en Afrique. On en a besoin, nous, pour pouvoir regarder les Africains de haut dans la vie quotidienne en France. Nous y tenons, c'est une condition de notre superbe. C'est une condition de notre virilité citoyenne. C'est une condition de notre affirmation. Il faut que ces Africains qui vivent en France avec nous sachent que nous avons un avantage sur eux, c'est que nous avons des militaires chez eux. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la mentalité? C'est-à-dire que la mentalité du journaliste m'intéresse autant ici que celle de l'homme politique. Tous, ils n'ont qu'un souci. Comment tout faire pour maintenir cette présence militaire? Et c'est là que se pose la question. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que la présence militaire conditionnait l'influence politique et que l'influence politique conditionnait le contrôle économique. Donc, ils savent que, en réalité, pour maintenir les avantages économiques injustifiés qu'ils ont en Afrique, il faut qu'ils maintiennent les bases militaires en Afrique afin de maintenir sous intimidation les dirigeants africains qui, craignant des coups d'État, craignant des rébellions, craignant des mercenaires, craignant des terroristes, feront leur cas de volonté. Les bases militaires sont un outil de contrainte, un outil d'assujettissement. Voilà la vérité. Voilà la vérité. La réduction progressive et négociée du nombre permanent de soldats français a déjà commencé depuis longtemps. C'est poursuivi avec le plan mis en œuvre à partir d'avril 2023 par le ministre de la Défense Sébastien Lecornu et va se poursuivre avec la mise en œuvre de ces propositions. Étant entendu que je n'ai pas vocation à évoquer des chiffres, il y a eu, avant même que ma mission débute... Pourquoi veut-il cacher les chiffres? S'il est dans une logique, en effet, de réduction des effectifs militaires français en Afrique. Au contraire, montrer que l'armée française retire le maximum de ses hommes en Afrique, ce serait là faire preuve, par cette transparence, d'une volonté de changement de politique. Mais le fait de cacher les chiffres laisse penser que les effectifs qui sont annoncés ne correspondront pas à la réalité. Et cela est vrai de deux façons. Premier cas, on nous donne des chiffres qui sont faux. On dit il va rester seulement 100 militaires français à Dakar, mais en fait il en reste, je ne sais pas, 500. On dit il va en rester seulement 500 au Tchad, mais en fait il en reste 1500. On dit il va en rester 300 à peine au Gabon, mais en fait il en reste 900. Première méthode. Deuxième méthode, mais c'est le général Didier Castres qui nous a instruits. Quand il est intervenu au mois de février devant la commission parlementaire de la défense, il a dit que la meilleure formule serait d'invisibiliser les troupes françaises en Afrique. C'est-à-dire de faire passer du côté des compagnies de sécurité privées, entendez par là des compagnies de mercenaires, l'essentiel des effectifs permettant de maintenir le même niveau d'influence, au moins, tout en ayant une plus grande invisibilité. C'est un mot-clé de l'intervention du général Didier Castres devant la commission de défense ici en France, c'est qu'il a insisté sur l'invisibilisation des troupes françaises. C'est-à-dire, en fait, on fait semblant d'être parti parce qu'on baisse visiblement les effectifs des hommes en uniforme français, reconnaissables comme membres de l'armée française, mais on augmente concomitamment le nombre d'hommes qui sont désormais en civil, parce qu'ils sont en réalité des mercenaires, qui sont désormais sans drapeau national, mais ce nombre d'hommes-là, eh bien, nous permet de maintenir sans visibilité la même influence, voire d'améliorer d'ailleurs l'influence que nous avions avant. Ça, c'est ce que nous dit le général Didier Castres, justement en février 2024. Et on voit la difficulté dans laquelle se trouve M. Bockel. En même temps qu'il a du mal à donner les chiffres exacts de ce qui resterait dans les bases militaires françaises d'Afrique, il a du mal à avouer et à reconnaître qu'on ne veut pas perdre en influence. Mais on ne peut pas retirer les militaires d'Afrique sans perdre en influence. C'est la contrepartie. Vous n'aurez plus, eh bien, l'argument de la pression psychologique sur les dirigeants africains, l'argument de la menace de coup d'État, de la menace de rébellion, de la menace d'agression s'ils ne font pas vos cas de volonté. Il faut élaborer une politique alternative à la politique de la pression militaire, de la pression psychologique, du harcèlement, de la menace permanente.
Il faut vraiment changer complètement de logiciel pour envisager en réalité des relations harmonieuses entre la France et l'Afrique. Et on voit bien que M. Boukel et toute la classe politique qu'il représente n'en sont pas capables. Parce qu'ils ne conçoivent les relations franco-africaines, les relations internationales, que d'abord, bien sûr, comme des relations entre les puissances. En effet, supposons que ce soit cela la conception nécessaire des relations internationales, il faut noter que les Africains sont devenus plus puissants et qu'ils sont capables de demander avec effet immédiat le retrait des troupes françaises et le ciel ne leur tombe pas sur la tête. Les Africains le savent, que militairement, ils peuvent obtenir le retrait des troupes françaises, que judiciairement, ils peuvent le faire, que populairement, ils peuvent le faire, et que rien ne va leur arriver de plus grave que ce qui leur arrive déjà s'ils le demandent. Il faut que M. Boukel se rende compte que même sur le terrain de la puissance, les États africains savent qu'ils peuvent maintenant obtenir le retrait de l'armée française. Et que l'armée française ne constitue pas une contrainte militaire extraordinaire face à leurs armées. C'est ce que savent par exemple les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ils le savent. Et ils s'en donnent les moyens tous les jours. De dire, si vous nous agressez, nous nous battrons. C'est comme cela que le Niger a été protégé de l'agression de la CEDEAO. C'est parce que la mobilisation du Mali, du Burkina et du Niger posait sur le rapport de force strictement militaire une situation inédite pour l'armée française. On n'était plus dans la situation de Laurent Gbagbo face à l'armée française de Sarkozy en 2010, seul contre tous. On n'était pas dans la situation de Kadhafi face aux armées de l'OTAN en 2011, seul contre tous. On était désormais dans une situation nouvelle où l'armée française aurait pris le risque d'affronter 3 armées nationales africaines coalisées. Avec quel effectif pouvait-elle mener cet affrontement? Qui était prêt à mourir pour une guerre de recolonisation de l'Afrique? Quand on a échoué à utiliser le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau, le Sénégal, comme chair à canon pour attaquer le Niger, on a déposé le projet et on a continué par des déstabilisations collatérales. Est-ce que vous voyez? Il faut que vous sachiez que c'est ce que les Africains savent que je vous dis. Je vous transmets là une idée du niveau de savoir des Africains. Sur la situation géopolitique et géostratégique, nous savons que si le Niger n'a pas été attaqué, ce n'était pas par scrupule moral. C'est parce que la CEDEAO et ses parrains, les néocolons occidentaux et français, se sont retrouvés en difficulté militaire. C'est vrai. Donc, même sur le terrain du langage de la puissance, ils ne veulent pas prendre acte du fait que les Africains sont en train de prendre leurs responsabilités. Ils savent qu'on veut reconvertir des troupes officielles en troupes mercenaires. Les Africains le savent. Et ils agissent en conséquence. Des fuites sur des chiffres qui ont pu circuler. Mais ceux-là sont fantaisistes. Je ne dis pas cela. Je dis qu'on n'a pas encore arrêté dans des discussions qui sont très détaillées, très approfondies, ce que doit constituer dans des pays au demeurant très différents. Hein, le Tchad n'est pas... Bon, voilà, je m'arrête là pour ça. Je voulais simplement que, là, je vous ai fait écouter 6 minutes de son interview de 12 minutes. Et je crois que vous vous êtes très clairement rendu compte que pour M. Boukel, les troupes françaises allaient être maintenues au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal. Et ça s'est passé il y a 2 semaines. Mais pourquoi diantre un homme politique avec une telle expérience ne s'est-il pas rendu compte que même le Tchad ne veut plus voir l'armée française? Je veux dire, le gouvernement tchadien. Comment n'a-t-il pas pu voir venir que même le Sénégal qui est dirigé par la politique de l'ambiguïté, avec les demi-mots, les demi-vérités, le demi-langage, les feintes, etc. Comment n'ont-ils pas pu voir que même le Sénégal, les dirigeants actuels du Sénégal, et plus largement notre peuple africain, ne veulent plus voir des troupes françaises sur leur sol? Comment n'ont-ils pas vu venir cette déclaration de Bassirou Diomaye Faye? Monsieur Bassirou Diomaye Faye, vous avez la parole. Bassirou Diomaye Faye, non. Comment ont-ils fait pour ne pas voir ça? Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises,
comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce. Je voudrais demander au président Bassirou Diomaye Faye de me payer les droits d'auteur. Parce que ça, ce sont mes phrases. Je ne mens pas. Vous êtes mes témoins ici. J'ai un de mes amis sur Facebook qui m'a suggéré cette idée aujourd'hui. Et je l'utilise ce soir. C'est une bonne idée. Dites au président Bassirou Diomaye Faye qu'il me doit des droits d'auteur sur la formule. Est-ce que vous accepteriez qu'une armée étrangère vienne installer ses bases militaires chez vous en France? Est-ce que vous accepteriez que l'armée sénégalaise ait une base militaire en France? De voir matin, midi et soir des soldats sénégalais qui passent dans leurs chars, avec leur uniforme et leur drapeau sur votre sol. Qu'une armée camerounaise ait une base en France, une armée gabonaise, une armée tchadienne. Est-ce que vous accepteriez cela? C'est ma formule, oui ou non? Mes amis, défendez-moi. Dites à M. Bassirou Diomaye Faye qu'il me doit des droits d'auteur. Alors, je ne lui demande pas d'argent. Je ne lui demande pas d'argent du tout. Mais de reconnaître la paternité de la formule. Quand j'ai fait la liste des arguments qu'il faut opposer, même dans les conversations quotidiennes, à nos amis européens, il faut toujours leur dire, vous voulez le maintien des bases militaires de la France en Afrique. Montrez-nous des emplacements en France pour des bases militaires africaines. Le jour où vous en montrez, le débat est clos. Vous avez des bases au Gabon. Il faudrait que le Gabon ait des bases équivalentes chez vous. Vous avez des bases au Sénégal. Il faudrait que le Sénégal ait des bases équivalentes chez vous. Vous avez des bases au Tchad. Il faudrait que le Tchad ait des bases équivalentes chez vous. Vous avez des bases à Djibouti. Montrez aux Djiboutiens l'endroit où ils peuvent installer leur camp militaire. Si vous n'êtes pas capable de concevoir cela, c'est-à-dire que vous êtes dans la condescendance, le paternalisme et le néocolonialisme, alors arrêtez de nous menacer, de nous intimider, alors que ce que nous disons est juste et vrai. Retirez les bases militaires françaises en Afrique. Alors, président Bassirou Diomaye Faye, notez le deuxième argument qui viendra. Ils vont vous dire, mais il y a des pays dans lesquels il y a des bases russes. Réponse. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La Russie n'a pas commercialisé les Africains. L'Union soviétique a aidé les mouvements de libération africains à bouter les criminels coloniaux hors de leur territoire. La présence des armées russes en Afrique est provisoire. Elle n'est ni coloniale, ni néocoloniale, ni impérialiste. C'est du compagnonnage pour la libération de l'Afrique. Point barre. Président Bassirou, préparez-vous à ça. Ils vont vous poser la question. Et là encore, il faudra me donner les droits d'auteur. Parce que moi, j'élabore ces arguments depuis plus de 20 ans. Et je suis assis dessus. Quand je parle, je m'assois dessus. Parce que j'ai eu le temps de rôder l'argument. Et l'efficacité de l'argument est tellement intéressante que quand je la sors à certains de mes amis, en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, mais des amis qui ne sont pas africains et qui ont toujours un pincement au cœur à l'idée que les troupes occidentales s'en aillent et que d'autres troupes, je ne sais pas, orientales ou russes, etc. viennent. Quand je leur sors toujours ça, il y a un premier moment où ils rougissent toujours. Tous, ils rougissent. Vous savez, ce sont les hommes de couleur. Hein. Nous, les Africains, on est les hommes d'une couleur. Alors que nos frères, le Coderme, eux, sont les vrais hommes de couleur. Parce qu'ils peuvent être rouges, ils peuvent être bleus, ils peuvent être verts, ils peuvent être pâles, ils peuvent être gris. Eux, ils changent de couleur tout le temps. Je ne sais pas comment ils ont fait pour dire que les Africains étaient les hommes de couleur. Il est difficile de voir sur le visage d'un Africain, puisque nous avons la peau sombre, il est difficile de voir des changements de couleur sur une peau sombre. N'est-ce pas? Donc les vrais gens de couleur, là, ce sont nos frères le Coderme, puisque nous les voyons se transformer, se liquéfier sous l'effet des émotions. Chaque fois que je sors l'argument là, la Russie n'est pas une puissance coloniale. La Russie n'a pas commercialisé les Noirs. La Russie a accompagné les mouvements de libération africains contre les puissances criminelles, coloniales. Quand je sors cet argument, ils rougissent tous. Ils rougissent tous. Et les plus fair-play d'entre mes amis me sourient en disant « Tu es intraitable ». Je dis « Non, je ne suis pas intraitable, je suis un ami de la vérité. Je t'aime bien, tu es mon ami,
mais j'aime mieux la vérité. L'une des plus grandes anecdotes de la philosophie occidentale dit: on reprochait à Aristote d'avoir critiqué son maître Platon. Oh, Aristote, comment Platon t'a formé, tu le critiques, c'est pas normal. On n'a pas le droit de critiquer son maître comme ça. Aristote dit: j'aime bien Platon, mais j'aime mieux la vérité. Je t'aime bien, toi mon frère en humanité, d'Occident, d'Amérique, d'Asie, d'où que tu viennes. Nous sommes tous des humains sur la terre. Mais il ne faut pas en déduire que je vais biaiser avec la vérité pour te faire plaisir. Comprenez? Tu piges? Écris ça. Tilana, 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 Tilana. Alors donc, moi, la question à laquelle je voulais qu'on se confronte dans cet avant-dernier sujet, c'était, alors, le Sénégal et le Tchad sont-ils en train de bluffer? Est-ce qu'au fond, ils veulent rester sous occupation militaire? Non, ils ne sont pas en train de bluffer. Ils ne sont pas en train de bluffer. Il y a des forces qui dépassent Bassirou Diomaye Faye, qui dépassent Mahamat Idriss Déby Itno, qui dépassent Franklin Nyamsi, qui nous dépassent tous, pris individuellement, et qui sont à l'œuvre. Tu ne peux pas gouverner l'Afrique là. L'Afrique des prochaines années, des prochaines semaines, des prochains mois, tu ne pourras pas la gouverner si tu maintiens ton pays sous occupation des puissances anciennement négrières, coloniales, néocolonialistes et impérialistes. Tu ne pourras pas la gouverner. Et quand tu es aux affaires aujourd'hui en Afrique, tu sens cette pression. Elle vient de ton peuple. Cette pression vient de ton armée. Même les soldats qui gardent ta chambre à coucher ne supportent plus la présence des militaires des anciennes puissances coloniales. Ils ne supportent plus cette coopération asymétrique. Tes propres militaires qui dorment avec toi ne supportent plus cela. Et si vous voulez comprendre, prenez ce qui est arrivé à Bazoum. Bazoum, c'était le Nigérien le plus fidèle à la France-Afrique. Oui ou non? Mais qui l'a renversé? Qui a renversé Bazoum? Sa garde. C'est-à-dire que ceux qui dormaient à sa porte n'ont pas aimé. Pourtant, ceux qui dormaient à sa porte, le chef de sa garde présidentielle, le général Tiani, là, ce sont des militaires, des officiers qui ont amplement été formés par l'armée française. Mais même ceux qui dormaient à la porte de Bazoum n'étaient pas d'accord que le Niger reste une néocolonie militaire française et américaine. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a l'esprit du temps. Il y a l'esprit de l'époque. Il y a l'œuvre de la raison dans l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette puissance qui ordonne les événements. Cette loi unique et multiple qui tient l'univers tout entier. Ces puissances sont en faveur de la libération de l'Afrique. Il y a les contradictions à l'intérieur des classes sociales africaines. Les contradictions entre le monde du Sud global et le monde de l'Occident qui font que l'hégémonie occidentale tire à sa fin. C'est terminé. L'Occident, maître du monde, c'est du passé. Nous assistons au basculement définitif de cette séquence historique. Fini la domination occidentale. Nous sommes dans un monde de plus en plus multipolaire. L'axe du monde s'est déplacé. Là, vers l'Est. Puis, il va se déplacer vers le Sud. C'est-à-dire vers l'Afrique. La Terre tourne, au sens symbolique du terme. Elle tourne. Vous comprenez? Donc, voilà les forces qui font que Mahamat Idriss Déby Itno, un officier qui a été amplement formé par les armées françaises et américaines, se lève et dit, allez chez vous. Aux grandes dames de Masra Succès, qui, après avoir cru pouvoir mieux flatter les Français et les Américains pour hériter du trône france-africain du Tchad, crie maintenant, haro sur le baudet, haro. Oh, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien ce retrait. Félix Maloum avait déjà fait un retrait pareil, on a eu toutes les guerres. Pour lui, c'est une opportunité de dire à ce maître français, américain, vous voyez, vous auriez dû me soutenir. Si vous m'aviez soutenu, je vous aurais donné des bases plus grandes. Vous voyez, c'est bien fait pour vous. Hein? C'est un peu comme ça que mon jeune frère Masra se promène maintenant. Il se moque des Français et des Américains en leur disant, bien fait pour vous. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Chouka Ngongoli, comme on dit au Cameroun. Vous voyez? Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et son co savent que le peuple sénégalais ne veut plus de base militaire française. Il ne veut plus de base militaire américaine. Le peuple sénégalais n'en veut plus. Ils le savent.
Et Bassirou, là où il dort, comme président du Sénégal, il sait que les militaires qui le gardent là, ils ne veulent plus de la présence militaire française. Il le sait. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Il a vu ce qui est arrivé à Bazoum, parce que Bazoum ne le savait pas. Vous regardez ce sourd de Ouattara, qui fait semblant de ne pas le savoir, et qui renforce la présence militaire américaine, française, comme si c'est ça qui va le sauver. Ça ne va pas le sauver. L'armée même, en Côte d'Ivoire, elle n'est pas contente d'être une armée vassale. Les militaires qui dorment à la porte de Ouattara, là, ce sont des Africains. Ils ont mal au cœur tous les jours. Quand ils voient leur pays, qui est derrière comme les fesses, on prend toute une plage dans la région de Monogaga, on la confie à des bandes de pervers qui se permettent de défigurer les espaces sacrés du peuple africain. D'aller pisser sur les masques, sur les tombes vénérables de mon peuple. Et vous pensez que tout ça va continuer? Vous pensez que vraiment vous avez une espèce de grâce qui fait que toutes les merdes du monde, vous pouvez les faire et vous en sortir? Non, il y a un moment où la roue tourne, où la providence frappe, où la dialectique de la lutte des classes passe par là. Alassane Ouattara va perdre le pouvoir. Que cela lui plaise ou non, que ses parrains néocolons français le veuillent ou non, il va perdre le pouvoir. Et ce jour-là, vous vous souviendrez que je vous avais parlé de la raison dans l'histoire, je vous avais parlé de la providence, je vous avais parlé de la dialectique, la lutte des classes. Et je vous avais dit que lorsque ces deux forces, la force matérielle de la lutte des classes, est en phase avec la force surnaturelle de la raison cosmique, terminé. Vous pouvez résister de toutes les manières possibles. Quand vous devez tomber, vous allez tomber. Ibale ou lamakwo, unko. Si tu dois tomber, tu vas tomber. Est-ce que c'est clair? Voilà ce que je voulais montrer ici. Le Tchad et le Sénégal ne peuvent pas faire du bluff. Parce que la force qui les amène à demander à l'armée française de partir est une force qui transcende les individus. C'est une force historique. Elle est ancrée dans le changement du rapport de force économique, rapport de force militaire, rapport de force géopolitique, diplomatique et médiatique sur la Terre. Et cette force est en connexion avec l'ordre cosmique. La loi d'action-réaction qui entre à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que j'ai dit, plus vous persécutez les Africains innocents en Europe, plus vous allez dégringoler en Afrique. Ce que vous voulez nous faire perdre en Europe, nous le gagnerons au centuple en Afrique. C'est écrit. Et vous le voyez tous les jours. Mais qu'est-ce qui m'a fait monter dans l'estime des Africains? C'est le mal que vous me faites. Ah, mais les Africains ont un bon critère pour savoir qui se bat pour eux. C'est celui que les néocolonialistes et les impérialistes détestent le plus. S'ils se mettent à t'aimer, les Africains savent que c'est pas bon. S'ils se mettent à te détester, les Africains, eux, ils savent que tu les aimes. C'est simple. Les Africains ont un observatoire très simple. Qui persécute-t-on? Contre qui fabrique-t-on ceci, cela? Qui entrave-t-on? Qui menace-t-on? Ah, celui-là, c'est lui qui sert vraiment notre cause. Si ces gens-là se mettaient à l'aimer, ils seraient suspects d'être contre nous. Car quand ils aiment quelqu'un, c'est toujours contre nous. C'est vrai ou c'est faux? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.